Je voudrais accueillir pour cela 4 intervenants. Bit Strebel, qui est le Managing Director Market Executive Middle East and Africa de Swiss Re. Marc-Philippe Julliard, qui est le directeur de S&P Global Ranking Europe Limited, qui nous parlera de France. Christophe Engoulevent, qui est Senior Partner, Head of Insurance Practice Worldwide de Roland Berger. Et à mes côtés, Farid Ben Saïd, président de la FNACAM. Si Farid, marhaba bik. Bonjour, monsieur Tami. Super. Alors, je voudrais peut-être commencer par, puisque vous m'entendez tous les trois, peut-être commencer par vous, Bit Strebel. Et vous nous avez suivis, vous nous avez écoutés. Nous parlons des défis, des challenges que ce sujet du Covid, de la pandémie, a pu apporter à votre secteur. And my question for you is, how did the insurance and the reinsurance sector cope with the challenges presented by the pandemic? What can you share with us about that? Yes, first of all, good morning here from Cape Town to the north, to Casablanca. I would have loved to be with all of you in person, but yeah, I always say better virtually than nothing. And now to respond to your question, yes, obviously the challenges we have been facing as an insurance and reinsurance industry have been quite big. But overall, I think we have been doing quite well, and I think globally, but as well in Africa. Actually, it is the mandate of the insurance industry to make the world more resilient. And the pandemic crisis allowed us, the insurance industry, actually to prove our own resilience. And we can look at that from different angles. And I'd like to cover just a couple of them. So the first one would be the operational angle. I think the industry has been very quick in adapting to a new working environment, working from home in many cases, without much disruption to operations and to processes. And with that as well, not really negatively impacting our customers. A second point of view, I think, is the solvency and capital ratios of the insurance industry and the insurance companies. Most of them actually were holding up quite well. Many companies maintaining their strength, and we have seen globally only very few bankruptcies actually in our industry related to COVID. And so, as an industry, we were really able to live up to our obligation to pay insured and reinsured claims. Then, thirdly, sales remained actually very strong, while the overall economy in most countries took quite a dip in 2020 and 2021 with negative growth rates. Actually, many insurance sectors around the globe continued to grow even in the pandemic. And so while other sectors of the economy were like struggling to stay afloat, the insurance sector actually made a major contribution to economic activity and as well to employment. The fourth point, I think, is claims. You have all seen that the insurance industry overall paid out huge COVID-19 related claims globally. And so we were truly able actually to provide
resilience to the economy and to society. Thanks to the insurance industry, we helped many companies to get back onto their feet. We helped many families, individuals to overcome their financial distress. And even in Africa, with less business interruption coverage than in other parts of the world, COVID-19 actually constitutes the largest insured event ever in the history of Africa, as well, with multi-billion payouts. So I think while there have been challenges, a few struggles for all of us, I think overall, all of you who are in the room, all of us who form part of the sector, can really take pride in how we have been navigating overall through the pandemic thus far. Thank you very much. I'll come back to you after a couple of minutes because I would want to know what did we learn from that and how can we act for the future. Je voudrais aller vers vous, Jean-Philippe Juillard, directeur de S&P Global Rating Europe Limited, et vous êtes pour la partie activité en France. Vous connaissez ces questions de rating et de notation du monde de l'assurance depuis de très longues années. J'aimerais vous demander, avec votre regard et votre analyse, quel a été pour vous, ou selon vous, l'impact de la pandémie sur la solidité financière du secteur de l'assurance? Et qu'est-ce qu'on devrait retenir à ce sujet? Écoutez, je vais rejoindre beaucoup des commentaires qui viennent d'être faits par Monsieur Strebel, auquel je m'associe. On peut globalement dire que le secteur de l'assurance à l'échelle mondiale a bien résisté à ce choc sans précédent qui nous a tous affectés à des degrés divers. J'en veux pour preuve les taux de défaut que nous avons observé, notamment au cours de l'exercice 2020, au sein du secteur de l'assurance par rapport à de nombreux autres secteurs de l'économie. Je pense en particulier au secteur de l'énergie, au secteur des biens de consommation, au secteur du loisir, au secteur du transport, qui ont été les secteurs dans lesquels nous avons observé le plus de défaillance du fait de cette crise. Le secteur de l'assurance a été quasi épargné, si je puis dire, par ces événements. Et quand on regarde l'impact sur les résultats des grands assureurs à l'échelle mondiale de la pandémie, il a été visible, il ne faut pas le négliger, mais pour autant, c'est resté ce qu'on appelle dans notre jargon un événement de résultats, c'est-à-dire que effectivement, les résultats publiés ont été en baisse par rapport à l'exercice 2019, mais à aucun moment il ne s'est agi pour le secteur de constater une insuffisance de solvabilité qui aurait pu entraîner la nécessité d'aller rechercher de nouveaux capitaux. Sur la base d'un échantillon que nous suivons de manière permanente des 16 plus grands assureurs à l'échelle mondiale, on a observé entre 2019 et 2020 une diminution de rentabilité. Donc le secteur en 2019 avait, ou plutôt les 16 grands assureurs avait réalisé un profit net agrégé d'un peu plus de 50 milliards de dollars. On était descendu en 2020 aux alentours de 36, sachant que seulement une partie de la diminution était due de manière directe au Covid, mais pas la totalité. Et nous nous attendons pour 2021, on a de chiffres qui sont déjà sortis, mais pas encore la totalité, on s'attend à ce que le résultat agrégé pour l'exercice 2021 de ce même échantillon de 16 grands assureurs à l'échelle mondiale retrouve à peu près les mêmes niveaux que ceux qui avaient été observés en 2019. Donc je conclurai en disant que le secteur, d'une manière générale, a bien traversé la crise. Est-ce que les différents acteurs ont été affectés ou ont-ils été affectés de la même manière? Oui, alors c'est intéressant effectivement parce qu'on aurait pu se dire que face à, je dirais, un choc de mortalité, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit principalement les assureurs vie
qui soient les plus affectés. Or, ça n'a pas été le cas et la raison essentielle est qu'en fait, le segment de population qui a été le plus affecté par la surmortalité Covid est en réalité le segment qui est probablement le moins assuré, c'est-à-dire essentiellement les personnes âgées, voire les personnes très âgées. Ce segment-là ne fait pas énormément appel à l'assurance, en tout cas à l'assurance décès, et n'a donc pas été, je dirais, n'a pas généré des pertes très significatives. Par contre, le secteur de l'assurance non-vie a été affecté. Je pense en particulier sur des métiers comme l'interruption d'activité, sur l'annulation d'événements. Et naturellement aussi, on sait qu'une part très significative des pertes liées au Covid ont été transférées des assureurs primaires vers les réassureurs. Et donc, les réassureurs ont aussi subi des pertes non négligeables du fait de la sinistralité Covid. En contrepartie, on sait aussi, et j'en terminerai là, que certains grands métiers de l'assurance, comme par exemple l'assurance automobile, ont en réalité bénéficié de la sinistralité Covid, puisque à la suite des confinements décrétés dans de nombreux pays, on a eu énormément d'automobiles qui n'ont pas roulé, qui sont restés au garage et qui de fait ont donc connu un niveau d'accident beaucoup plus faible que ce qu'on avait pu observer au cours des années passées et au cours des années normales. Et donc la branche automobile a en réalité considérablement bénéficié des évolutions de comportement. De moins de sinistralité. Mais merci. Je voudrais aller vers Christophe Engoulevent, Roland Berger. Vous m'entendez? Oui, très très bien. Merci de votre présence. J'aimerais vous demander, selon vous et avec votre analyse, dans quelle mesure la crise du Covid a-t-elle poussé le secteur de l'assurance, les assureurs en particulier, à réinventer ou à repenser leurs services? Oui, merci Monsieur Tamy. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour de Paris, ravi d'être avec vous ce matin. Oui, deux éléments de contexte peut-être pour commencer, c'est que la crise du Covid finalement s'est rajoutée à d'autres mutations en cours dans l'assurance. La montée en puissance de tout ce qui est des questions environnementales, sociales, de gouvernance, la digitalisation du secteur, l'émergence de nouveaux risques comme le cyber-risque, de nouveaux usages comme la prévention. Donc tout ceci s'est passé en même temps. Et le deuxième élément de contexte, c'est que les assureurs ont quand même été très chahutés pendant cette crise, alors qui n'est pas complètement terminée, mais certains plus que d'autres, comme Marc-Philippe Juillard l'a rappelé. Donc dans ce contexte, nous, notre analyse, notre expérience, c'est qu'il y a eu 3 grands domaines d'innovation au service du client par les assureurs. Le premier, c'est la proposition de nouvelles garanties, de nouvelles couvertures des clients, que ce soit par exemple directement pour les professionnels de santé qui pouvaient intervenir au service des patients, des malades. Deuxièmement, ça pouvait être aussi pour les entreprises et les employés qui intervenaient en télétravail, de pouvoir garantir des risques liés à leur activité à distance. Ou également, ça a été mentionné par Florence Lustmann sur tout ce qui est appui à la gestion du stress, à la santé mentale. Donc, on a vu des vrais besoins, des vraies évolutions d'offres dans ce domaine. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le développement de parcours clients simplifiés. C'est par exemple le cas de la signature électronique qui a beaucoup progressé depuis début 2020. C'est également, par exemple, l'ouverture de sinistres en ligne. C'est tout ce qu'on appelle le self-care, c'est-à-dire faire en sorte que le client puisse faire davantage par lui-même. Il y a un troisième domaine qui, je pense, a beaucoup évolué pendant cette période, c'est finalement la proximité des assureurs avec leurs clients, parce que la technologie apporte, bien évidemment, mais elle ne peut pas tout. Et il y a eu clairement une prise de conscience d'un besoin de davantage d'humanité dans la relation entre les assureurs et leurs clients. Donc au global, on voit un secteur qui s'est bien adapté, qui est quand même très dynamique, notamment au vu de l'émergence de beaucoup d'insurtech, de nouveaux acteurs dans ce secteur. Christophe Engoulevent, est-ce que vous avez observé ou analysé un quelconque impact que cette crise a eu sur l'organisation de travail au sein des compagnies, et ici les compagnies marocaines sont présentes, ça fera peut-être écho à ce qu'elles vivent elles-mêmes?
Oui, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Les assureurs ont également innové dans le domaine de l'organisation du travail. Je vais donner 4 grands exemples de ça. Le premier exemple, c'est bien sûr les espaces de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le travail hybride est bien en place. C'est-à-dire que le télétravail n'est pas fait pour disparaître. Vous avez aujourd'hui des assureurs de par le monde qui donnent la possibilité donc à leurs employés de travailler 1 jour, 2 jours, voire 3 jours, voire même plus dans certains cas en télétravail. Donc c'est un premier élément, ce qui touche aussi la façon dont on gère les espaces immobiliers. Donc c'est ce qu'on appelle le digital workplace. Donc il faut effectivement aménager pour prendre en compte le fait que des personnes travaillent à distance. C'est ce qu'on fait maintenant au bureau, c'est différent. 2, c'est la vie des collaborateurs au quotidien. Elle a beaucoup évolué. On a été vers davantage de responsabilisation, d'autonomisation des employés, et puis avec une attention sans doute plus forte à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Le troisième point, c'est la montée en compétences des employés. Donc, montée en compétences, bien sûr, au niveau de la connaissance technologique, mais c'est aussi la capacité à faire des analyses, cette capacité à piloter des équipes, dans un contexte où la technologie, finalement, se substitue finalement aux employés sur les tâches à faible valeur ajoutée. Il faut, de ce fait, accompagner, finalement, les employés sur ces questions. Et le quatrième grand exemple, c'est le sens au travail. Le sens au travail, on sait que les nouvelles générations sont très sensibles à ça. Et donc, ça touche aussi, bien évidemment, à l'assurance. Et ça renforce finalement la montée en puissance de tout ce qui est notamment risque environnemental. On en a parlé, c'est pas nouveau dans tout ce qui est gestion d'actifs, dans tout ce qui est les investissements impact, mais on voit quand même apparaître maintenant en termes d'offres, des offres, et ça c'est très important pour les employés, qui par exemple favorisent les véhicules électriques, y compris sur la vente d'assurance, qui favorisent l'économie circulaire, par exemple dans la réparation, exemple l'utilisation de pièces d'occasion, de pièces détachées d'occasion dans la réparation automobile. Bon, on a donc des évolutions sur ces 4 grands exemples qu'il faut continuer de renforcer. Je pense que ça concerne tous les pays et toutes les entreprises d'assurance. Et on n'est qu'au début sur ces 4 grands exemples d'évolution des organisations. Merci pour cette analyse et ce partage. Je viens à mes côtés vers Farid Ben Saïd. Je rappelle, président d'AFMA, président de la Fédération des intermédiaires, la FNACAM. Farid, on a entendu les assureurs, on a les changements que ça a pu transformer évidemment dans les produits et services, mais aussi dans l'organisation du travail. Vous, en tant qu'intermédiaire, est-ce que le Covid vous a amené à réinventer, repenser votre métier et la relation, les interactions entre vos clients et les compagnies d'assurance? Alors, au Maroc, on a vécu le Covid un peu de la même manière que ce que j'entends à l'étranger. C'est vrai, on a été un peu surpris par la rapidité des changements qu'il a fallu qu'on établisse dans notre mode de travail, aussi bien vis-à-vis des clients que vis-à-vis des compagnies. Bon, il faut quand même savoir que comme j'ai entendu, mais au Maroc c'est la même chose, le secteur était globalement résilient. Mes amis de la CAPS ne vont pas me contredire. On est en 2021, nous allons approcher les 50 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Donc on est resté en progression. Donc la résilience s'est traduite beaucoup plus pour les compagnies que pour les intermédiaires, parce que nous n'avons pas eu cette compensation de sinistres en moins qui aurait pu compenser un peu du chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que on a été beaucoup plus impacté et qu'au niveau du comité de veille on nous a considéré comme secteur sinistré, je parle des intermédiaires. Maintenant, on a dû réagir, bien évidemment, parce que d'abord, face aux clients, il a fallu avoir une proximité beaucoup plus accrue, apprendre à travailler à distance, ce qui n'est pas évident, qui n'était pas forcément l'urgence, puisqu'on était toujours en présentiel. Et notre activité, contrairement aux assureurs, c'est d'être proche des clients, oui, constamment. Oui. Donc le fait d'avoir une coupure dans la relation physique a dû faire qu'il a fallu s'adapter à cela, que ce soit en télétravail ou côté client, on a changé nos habitudes. Maintenant, côté compagnie d'assurance, c'était quand même beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses réunions entre les fédérations, entre la FNACAM et la LFMSAR, mais c'était quand même compliqué de passer à des actions qui étaient manuelles, comme les échanges de documents physiques qui étaient habituels entre les compagnies nous-mêmes. Et là, on ne pouvait plus se déplacer. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle les fameux EDI, des échanges documentaires informatisés.
Certaines compagnies ont été beaucoup plus flexibles que d'autres, mais ça nous a permis aussi d'apprendre à travailler différemment et surtout d'anticiper la vague du digital, parce que là, on a appris, on n'avait pas le choix. Ce sont des tendances lourdes qu'on va garder, j'imagine. Ça a fait gagner du temps. Et les différents intermédiaires, en fonction de leur taille ou de leur expertise, de leur spécialisation, est-ce qu'ils ont été affectés de la même manière par cette situation de pandémie? Non. Les intermédiaires de taille petite et qui travaillent que sur l'automobile essentiellement ont beaucoup souffert. Parce que souvent, c'est des intermédiaires de proximité qui jouent beaucoup sur leur emplacement, sur les locaux commerciaux. Et s'il n'y a plus de mouvement, c'était compliqué, bien évidemment, pour eux. Les intermédiaires qui étaient aussi assez spécialisés dans des secteurs à risque, comme le tourisme, par exemple, eux, ont énormément souffert parce que les masses salariales ont baissé mécaniquement, d'où la prime d'assurance et d'où la rémunération. Et d'autres qui sont beaucoup plus généralistes ont pu être résilients quand même à travers ce secteur, ce moment difficile. Beat Stribble, I'm coming back to you. I would want to discuss with you the main learnings that we can get from this pandemic situation. What are the main lessons learned from the COVID pandemic, and what kind of them can we keep for the future? Yeah, that's a very good point, actually, in my view, because despite all the tragedy the pandemic has meant to businesses and to people, actually there is a large list of learnings for all of us, and they will help us moving into the future. And I would like to cover just a couple of them, which I believe are very relevant for our industry. One is contract certainty, so the quality and the clarity of insurance policies and reinsurance wordings. We still have a lot of homework to do in our industry in this regard. Mostly on the P&C side, I think life policies, mortality, disability, or health, they were quite straightforward, and usually there was not too much discussion if a claim was covered or not. But on the P&C side, you have all seen in the news the discussions which were triggered around the globe about non-damage business interruption. So actually losses caused by the imposition of lockdowns by governments, and are they covered or not? And while some wordings, original policy and reinsurance policies, were very clear in terms of covering or excluding it, many were not, many were silent or unclear, and they left a lot of room for different interpretation. And actually that leads then to a lot of disputes and conflicts, which we have seen between reinsurers and insurers, but even more so between insurers and their clients, the ultimate insureds. And for the future, we have to avoid that at all costs. It's a huge reputational damage for our industry. And so there's a lot of work to be done in that sense, and not only for pandemic risk, but as well for other systemic risk like cyber. We could face exactly the same situation in terms of silent cyber. A lot of policies are not clear if certain elements of cyber are covered or not. Or for example, here in South Africa, one of the biggest systemic risk is grid failure. We could have here an energy blackout for 2-3 weeks. That's not such an unlikely scenario. We would have huge discussions, I can promise you, about what is covered and what not. So still, I think a lot of work to be done for all of us to create clarity for all the parties involved in the value chain, but above all for the end consumer. Then the second topic is we learned a lot about pandemic modeling. We always used to have pandemic models, but they were always quite theoretical because there was not really many data points, thanks to the fact actually that the frequency of pandemic events is very low. And this was now really a test for the pandemic models, and COVID-19 actually allows us to update these models with real life data, and I guess as well for the future include
the cost of future pandemics in a more explicit and as well accurate way. The third point I would mention is, I guess, the recognition that it's really a systemic risk. I think we can deal with it on the life and health side, but when we look at the P&C side, the economic losses caused by the pandemic go far beyond the capacity and the capital base of the insurance and reinsurance industry. And so there's no way we can absorb all economic losses caused by a pandemic or by a lockdown following a pandemic. And so I guess, again, we as an industry have to be very clear, very deliberate about what we believe we can actually cover and what not. No? While many other risks in the world actually are diversifying, that's not the case for a pandemic. It's all accumulating, it's all correlating positively and creating magnitude sizes which we have not seen before. And maybe to mention just a fourth very important learning for all of us, and it goes into a similar direction as Christophe mentioned before, at least according to what I understood in French. It's about really the working environment, the working models. No, this progress we have made in terms of hybrid working models, working from home, working in the office, a combination of in-person, which we all recognize remains extremely important now and as well in the future, but as well the ability to interact virtually and to save time, save money, and above all as well reduce our own CO2 footprint in the industry. You know, the incorporation of digital technology into our processes, into our communication tools, I think has been fabulous. And, from my perspective, COVID actually in this sense has not changed the direction, it has just accelerated everything. So I call it a catalyst event, which actually ejected us into the future, 10 years into the future. I think what we have seen in 2 years under normal circumstances would have taken us probably 10 years to get there. Okay, I'll come back to you with one last question. I would appreciate if the answer could be brief. We're talking about the COVID-19 pandemic, and my question, because we're talking about sustainability and sustainable development, how did the pandemic contribute to the long-term sustainable development of the insurance sector as a whole? Yeah, so I think, as I said at the beginning, our resilience has been tested, and I think we passed the test in general terms, but obviously there's as well a lot of learnings in that, and we were all able to update our contingency plans, our working models, our pandemic models, and so I think we are even better prepared in the future to deal with shocks which will hit our industry. They can be of pandemic nature or of other nature. But then I think another important point is really the increase of awareness of the value of insurance, you know, amongst businesses and people. Actually, we have seen, for example, here in South Africa, during the various waves of COVID, in every wave we have seen a significant uptick of online sales of life policy. No? So actually it will increase insurance penetration, which will contribute positively to actually many of the social development goals, and it will ultimately as well help to reduce inequalities which are very high in our economies. And last but not least, to conclude as well, it has increased our awareness and all we can do about the CO2 footprint our own industry is leaving behind, and that these hybrid models of working and engaging both with our colleagues at work but as well with our business partners actually allow us to make a very positive contribution to climate change and sustainability. Thank you very much, Piet, for your contribution. I will go to Christophe Engoulevent.
Vous avez entendu ces questions de développement durable et de sustainability, sujet que vous connaissez, vous, très bien. J'aimerais évoquer avec vous brièvement un dernier sujet. Quels sont les enseignements que les assureurs peuvent tirer de cette période de transformation, et transformation pas toujours volontaire. On l'a vécu, on l'a vu, j'ai envie de dire même à marche forcée. Oui, M. Tami, en fait, je crois qu'il y a 3 grands enseignements pour les assureurs. Le premier, c'est qu'il faut renforcer sa maturité technologique. Et ça, à tous les niveaux, hein, y compris chez les membres des comités de direction, c'est très important. Notamment dans un contexte où les assureurs sont déjà bien avancés en matière de digitalisation. Maintenant, on rentre dans le domaine de la data. Et la data, ça veut dire maîtriser notamment les outils de l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est vraiment une priorité, un enseignement majeur pour demain. Il y a une deuxième nécessité pour les assureurs, c'est l'enrichissement du capital humain. C'est d'une part développer l'engagement, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui voient l'innovation, l'adaptation comme une menace, mais il faut voir ça plutôt comme une opportunité. Donc il faut permettre finalement le développement de l'engagement, mais aussi il faut miser sur le capital humain, c'est-à-dire la gestion des talents doit vraiment être au cœur maintenant de la stratégie des assureurs. Et le troisième enseignement que je vois pour les assureurs, c'est la nécessité d'adapter leur organisation. Parce qu'il faut travailler de manière beaucoup plus horizontale avec des équipes pluridisciplinaires et moins verticalement. Il faut sans doute réduire les échelons hiérarchiques. Là, je parle des grandes entreprises. Et puis, il faut travailler davantage avec l'extérieur, davantage, par exemple, impliquer les clients dans la définition des produits. Ça se fait dans d'autres secteurs. Travailler avec les insurtech parce qu'elles apportent des nouvelles compétences. Donc voilà, ces 3 grands enseignements, 3 grands domaines d'action, et ça concerne finalement tous les pays, tous les marchés d'assurance et toutes les entreprises. Merci pour votre contribution, Farid Ben Saïd. Je voudrais revenir aux intermédiaires et vous demander quels sont les enseignements que les intermédiaires peuvent-ils prendre de cette expérience qu'on a vécue, de cette période de transformation, pour s'orienter vers une stratégie de développement durable dans l'exercice de votre métier. Alors, il y a 2 axes. Il y a l'axe gestion en relation avec les compagnies d'assurance, et il y a l'acte vis-à-vis des clients en termes de suivi et d'anticipation. Actuellement, nous travaillons avec la CAPS sur des facilités de pouvoir travailler beaucoup sur le web. On a eu des réunions, ne serait-ce que la semaine dernière, avec les équipes de la CAPS pour justement essayer d'effacer l'espace distance et pouvoir faire des opérations de bout en bout. Qui dit de bout en bout, c'est-à-dire il faut pouvoir faire de la signature électronique et il faut pouvoir faire du paiement électronique. Alors, actuellement, la législation ne le permet pas, mais quand on va régler ces problèmes dans les mois qui viennent, déjà, ça va changer énormément notre mode de travail et on va s'habituer à pouvoir communiquer avec les clients sans forcément être près d'eux. En gagnant du temps, en réalité. On gagne du temps. C'est vrai, il manque un peu de chaleur humaine. On en parlait lors des réunions en Teams ou Zoom. Mais c'est important de pouvoir gagner du temps et surtout d'être préparé face à des contraintes telles que celle-là. Le second point, le second axe, c'est celui vis-à-vis des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est encore énormément dans des échanges papier, ce qui n'est plus acceptable dans notre siècle aujourd'hui. Moi, je me bats depuis 20 ans en disant dans mes bureaux, je veux voir 0 papier. Je veux arriver, trouver un PC, un bloc-notes. Vous y arrivez ? Non. Non, difficilement. Mais je pense que la réglementation et la crise va nous amener à aller vers ça. Donc aujourd'hui, les fameux échanges documentaires informatisés qu'on essaie de faire avec les compagnies, ça paraît simple, mais il faut interfacer les systèmes d'information, il faut pouvoir scanner les documents, il faut que ces documents scannés puissent avoir une acceptation juridique. Donc il y a tout un process qui est en train d'être enclenché et qui est accéléré par ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut voir le bon côté des choses. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps dans la rapidité et finalement dans la satisfaction du client. Merci. Et on tuera moins d'arbres et en ayant moins de papier, et on sera peut-être aussi efficace. Je voudrais conclure avec vous, Marc-Philippe Julliard, sur ces sujets de notation. Quelles ont été les répercussions de la crise sur la notation des assureurs et dans quelle mesure S&P utilise des critères sur la durabilité dans vos processus de notation?
Alors écoutez, de manière cohérente avec mon propos de tout à l'heure, nous n'avons pas changé considérablement la notation des assureurs du fait de l'événement Covid. On a eu quelques ajustements, mais j'allais dire rien de très significatif. On a même, début 2021, relevé la note d'un grand groupe d'assurance, le groupe Zurich, pour ne pas le nommer. Donc pas de phénomène particulier là-dessus. Par contre, effectivement, je rebondis sur cette dimension de durabilité et la manière dont elle est, je dirais, intégrée dans la notation des assureurs. Nous avons effectivement, depuis l'an dernier, je dirais, complété notre disclosure en indiquant pour l'ensemble des assureurs que nous notons à l'échelle mondiale quel est l'impact, effectivement, des éléments de durabilité qui sont traditionnellement le ESG, hein, l'environnement, la dimension sociale et la gouvernance. Et donc, pour l'ensemble des assureurs que nous notons à l'échelle mondiale, nous indiquons désormais de manière claire dans quelle mesure la notation est plus ou moins influencée par chacun de ces trois facteurs. Par exemple, personne ne sera surpris de voir que, effectivement, pour de nombreux réassureurs qui peuvent être de manière plus ou moins importante exposés aux catastrophes naturelles, la dimension E pour environnement va avoir un impact significatif. L'ES, je dirais, ne va pas affecter un grand nombre d'organisations d'assurance, sauf peut-être certaines qui font des efforts particuliers de manière à permettre, je dirais, une extension de l'assurabilité à un prix abordable pour l'ensemble des assurés. Quant à la gouvernance, cette dimension a toujours été intégrée de manière formelle dans nos critères de notation. Elle va jouer pour environ 10% des assureurs que nous notons à l'échelle mondiale, sachant que pour les 90% restants, hein, c'est-à-dire pour l'essentiel du secteur, la gouvernance n'appelle pas, de notre point de vue, de commentaires particuliers. Merci, messieurs, pour vos contributions. Thank you, gentlemen, for your contributions. I was just thinking that when Beat Stribble was talking about the theoretical modeling that we had with the pandemic, now we know better how can insurers act toward pandemics. We had a real global-sized modeling when we had all together worldwide to live this very painful situation. I think that the data now could be very useful for the insurers wherever you are. Merci à tous pour vos contributions et merci d'installer cette question développement durable au centre d'une industrie qui est une industrie fondamentalement de long terme. Merci beaucoup, Philippe Ben Saïd. Merci à vous tous les trois. Thank you very much.